Les boules puantes sont lancées, c'est un indice, la campagne électorale a vraiment commencé. Nous sommes avec Jean-Christophe Lagarde ce matin, le président de l'UDI et qui est aussi député maire de Drancy en Seine-Saint-Denis. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. Alors, vous connaissez l'affaire Fillon, les salaires de son épouse et qui pourrait correspondre à un emploi fictif. On parle au conditionnel, hein, tout ça n'est pas encore... si c'est vrai, vous condamnez l'emploi fictif ? D'abord, il faudrait que ce soit un emploi fictif, mais moi j'ai confiance dans l'honnêteté de François Fillon, que tous les Français connaissent, qui a exercé d'importantes responsabilités du couple Fillon, et je ne doute pas qu'il apporte rapidement des explications. C'est pas le premier, entre guillemets, à se trouver... C'est une pratique courante hein, à l'Assemblée, et dans les assemblées. Alors je ne dirais pas que c'est une pratique courante, mais c'est une pratique légale, et c'est une pratique assez régulière. D'ailleurs, employer un proche plutôt que quelqu'un que vous ne connaissez pas, ça peut se comprendre. C'est vrai aussi dans des métiers, de l'artisanat, des entreprises, etc. Mais dans le cas d'espèce, oui, vous avez raison, les boules puantes sont de sortie. C'est pas le premier à être atteint par une boule puante pendant une campagne. Et je pense que les Français, ils savent d'avance, entre guillemets, que ce genre de choses arrive à un candidat, puis à un autre, puis à un autre. Et ce qu'il faut qu'ils regardent, c'est ce que propose le candidat pour le pays, plus que ce que les adversaires d'un candidat voudraient faire pour le salir. Alors, est-ce que ça vient précisément des adversaires ? Ça ne peut pas venir de son propre camp, ça vous qui avez une longue expérience de la politique. On n'en sait rien, ça peut toujours venir de partout, mais justement, d'une certaine façon, la boule puante, elle est faite pour piéger les électeurs vis-à-vis d'un candidat. Et donc, en général, les électeurs ont la sagesse de ne pas regarder les boules puantes. D'accord. François Fillon, il a commencé à se défendre ce matin. Il est à Bordeaux avec Alain Juppé. Il dit il y a de la misogynie là-dedans. Imaginez un seul instant qu'un homme politique dise qu'une femme ne sait faire que des confitures, toutes les féministes hurleraient. Non, c'est parce que sur les réseaux sociaux... C'est une bonne défense en tout cas, je l'imagine sur les réseaux sociaux, disant mais pourquoi cette dame, etc. C'est pas parce que c'est une femme, c'est pas parce que c'est sa femme. Je crois savoir qu'elle est diplômée de l'enseignement supérieur, elle est donc capable de travailler. D'accord. Ça peut venir des Républicains ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. D'accord. Le train de vie, parce qu'il y a une autre boule puante sur le train de vie d'Emmanuel Macron à Bercy. On lui reproche d'avoir beaucoup dépensé, en frais de bouche notamment, alors qu'il savait qu'il allait peut-être se porter candidat à la présidentielle. C'est aussi quelque chose que vous condamnez ? C'est aussi quelque chose qui ressemble à la boule puante. Bon, alors il faudrait regarder dans le détail. Je crois qu'il y a un audit, un examen, quelque chose qui est lancé ou va être lancé pour savoir si ça correspondait aux frais normaux d'un ministre qui a un certain nombre de frais de par sa fonction, qui reçoit des chefs d'entreprise, des personnalités, des journalistes, ou est-ce qu'il a exagéré ? Ça paraît des sommes importantes, c'est vrai. Quand on est politique, c'est difficile de se défaire d'une rumeur comme ça, si c'est une rumeur, si c'est vrai, bon. Oui, c'est très difficile pour une raison qui tient d'abord à la maturité du débat démocratique chez nous. L'information, quand elle sort, elle est perçue comme vraie. Et quand in fine, souvent ces boules puantes font pchit, quand in fine il n'y a rien, plus personne n'a entendu qu'il n'y avait rien. Mais tout le monde se souvient du début. D'accord. Et donc, il y a une espèce de soupçon permanent, alors même que vous pouvez démontrer votre parfaite bonne foi. Et ça fait évidemment mal au débat démocratique. Mais voilà, et c'est un problème d'immaturité. C'est pour ça que moi, par exemple, quand il y a un débat judiciaire, je refuse toujours de le commenter jusqu'à la fin, parce qu'on s'aperçoit et on se souvient de nombreux hommes politiques qui ont été parfois poursuivis, mis en examen et totalement innocentés. Alors ça a deux effets. Un, on a oublié qu'ils ont été innocentés, et pour ceux qui le savent, ils disent « Ah oui, mais c'est parce que c'est un politique ». C'est pas vrai, parce que quand il y a des hommes politiques qui dérapent totalement, on se souvient par exemple de Jérôme Cahuzac, ils sont in fine condamnés, et condamnés lourdement, et ils le méritent. Vous allez regarder le débat ce soir du Parti Socialiste ? Non, très franchement, non. Pourquoi ? Parce que je trouvais les débats du premier tour assez inintéressants. Il y a finalement une seule idée nouvelle qui est sortie là-dedans, c'est l'idée de Benoît Hamon sur le revenu universel. Sur le revenu universel, Vous êtes en désaccord ? Oui, le revenu universel, ça veut dire on donne de l'argent à des Français, à tous les Français, sans qu'ils aient besoin de travailler. Le jour où le revenu n'est plus dépendant de votre travail, c'est-à-dire de ce qui permet de construire à la fois votre autonomie personnelle et notre vie collective, si la France a des hôpitaux, des autoroutes, des universités, c'est parce que nous travaillons tous chaque année. On remet régulièrement des médailles du travail. Pourquoi remettre des médailles à quelqu'un qui travaille ? Parce qu'au-delà de votre salaire, on reconnaît aussi la nation, c'est pour ça que cette médaille existe, la contribution à notre richesse collective, à l'éducation des enfants, aux soins des gens en difficulté, etc. Vous imaginez que l'un et l'autre, plutôt Valls d'ailleurs, puisque ses chances sont quand même très compromises pour dimanche, ils puissent soutenir Benoît Hamon dimanche soir. Je crois que ni l'un ni l'autre ne peuvent se soutenir. Ils sont sur des lignes politiques tellement différentes et tellement éloignées que le soutien de l'un vis-à-vis de l'autre paraîtrait pour une tartufferie, un mensonge. Je pense depuis longtemps que
les différences idéologiques à l'intérieur du Parti socialiste. Est-ce que Benoît Hamon a quelque chose à voir avec Manuel Valls? Non. Est-ce qu'Arnaud Montebourg a quelque chose à voir avec Emmanuel Macron? Non. Que ce camp politique est en train d'exploser, tout simplement parce qu'il ne pense plus la même chose. Et quand donc vous le ne PS pensez va pas la exploser, même chose, je crois que le PS, c'est d'ailleurs ce deuxième tour qui va en être le déclencheur, va se scinder en 2 ou en 3 courants qui sont en réalité des courants politiques qui ne pensent plus rien. Donc ils ne peuvent pas gouverner ensemble, ni proposer un projet ensemble. Et finalement, le vainqueur de la primaire du PS, il va gagner quoi? Il va gagner un PS qui, in fine, à mon avis, va disparaître. Pour aller au casse-pipe. Donc, franchement, regarder le débat ou même aller voter, ça ne présente pas un grand intérêt. Alors, il y a aussi l'actualité politique, cette fois, plus des affaires, mais à droite. François Fillon a décidé de faire un discours dimanche, à Paris. Un grand discours. C'est une bonne idée, d'ailleurs, d'avoir fait correspondre ce discours au deuxième tour de la primaire du PS. En tout cas, ça lui permet de poser un acte de campagne au moment où on ne parle que des socialistes. Alors qu'on va regarder qui va gagner. Je le crois, parce que finalement, vous le disiez vous-même, le résultat de la primaire est assez couru d'avance. Et il a un intérêt secondaire, parce que pour le compte, à gauche, dans la majorité actuelle, il y a certes le candidat qui sera issu du Parti socialiste, mais il y a aussi un autre candidat, Emmanuel Macron, qui manifestement efface largement le candidat socialiste à l'heure où nous parlons. Vous y serez dimanche à la Villette? Écoutez, nous sommes en discussion avec François Fillon aujourd'hui, à la fois sur le projet, un accord législatif qui permette d'avoir le même projet pour ne pas revivre ce qu'on a vécu pendant 5 ans avec François Hollande, une majorité qui n'est d'accord sur rien, et puis aussi sur un équilibre électoral qui est nécessaire, parce que les idées, elles doivent s'incarner à l'Assemblée nationale. La puissance d'un groupe parlementaire, c'est ce qui vous garantit d'être entendu. Et si nous trouvons un accord d'ici dimanche, j'irai évidemment. S'il n'y a pas d'accord, je n'y ai pas ma place. D'accord. Cet accord sur le fond, alors là, on est d'accord. Sur le fond, vous allez le voir, François Fillon, d'ici à dimanche? Je l'ai vu la semaine dernière, nous échangeons régulièrement, mais nous avons un débat pas seulement à travers moi. Le désaccord, il porte sur quoi? Ce ne sont pas des désaccords. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles nous voulons sur le rythme des réformes, plutôt, amplifier, ajouter ou préciser des réformes. Je prends un exemple. Dans le domaine de l'environnement, on a la COP21, il faut respecter la signature de la France. Il y a des mesures, par exemple sur l'isolation énergétique des bâtiments, des habitations. Ça fait des milliers d'emplois pour les Français. Là, vous allez vraiment dans le détail. Non. Attendez, ça va de ce détail-là à, par exemple, la scolarisation obligatoire à partir de 3 ans, que nous souhaitons, parce que ça permet plus d'inclusion républicaine, pour ne pas se retrouver avec des gens qui n'adhèrent pas à la France. C'est pas le souhait de François Fillon? Lui, il est à 5 ans, on est en train de discuter de 3 ans, de faire en sorte de donner aussi plus de justice sociale. Mais il n'y a rien d'insurmontable. Simplement, ces discussions, elles doivent être tenues avant l'élection pour que les Français sachent à quoi s'attendre, plutôt qu'après l'élection. Je vous prends 2 exemples que vous jugerez plus significatifs. Construire une défense européenne au moment où Trump est en train de nous abandonner. C'est une nécessité. Nous progressons là-dessus parce qu'on a besoin de définir nos intérêts stratégiques communs au niveau de l'Union européenne. Fillon dit la même chose à Mme Merkel. Mais oui, mais nos discussions, elles ne datent pas d'hier, et donc effectivement, nos réflexions cheminent de la même façon dans l'économie. Moi, je pense que nous avons besoin d'accompagner le projet de François Fillon, qui est en réalité de plus faire que le droit du travail soit calé sur des contrats, la négociation entre les salariés et les entreprises. Il faut aussi l'accompagner par la participation. Pourquoi? Parce que le contrat, entre guillemets, c'est la nécessité, c'est de négocier. Mais s'il y a la participation, c'est-à-dire si chaque employé a intérêt à ce que son entreprise réussisse, la négociation ça n'a jamais marché en France, ça. Oui, mais c'est la loi de 67. Ce serait un changement de culture majeur. C'est ce qui fait réussir les Allemands. Les Allemands, ils discutent, ils négocient. L'entreprise gagne, ce qui fait gagner les salariés comme le patron. Jean-Christophe Lagarde, il y a une loi déjà là-dessus. Mais bon. Si vous faites, alors, première chose, elle a été massacrée, la participation a été massacrée par le gouvernement socialiste qui a surimposé le bénéfice de l'entreprise qu'on distribue à ses salariés. Et deuxième chose, si effectivement la négociation sur les conditions, sur le temps de travail devient la règle dans l'entreprise, il faut aussi avoir la participation qui permet de changer de culture. On n'attend plus d'avoir une loi qui est la même pour tous, quelles que soient les différences, etc. On négocie et on en profite. Si vous n'arrivez pas à vos fins, si vous n'arrivez pas à vous entendre, qu'est-ce qui se passe? Si nous n'arrivons pas à nous entendre, vous n'y allez pas nous défendrons, je n'y vais pas dimanche, et nous défendrons nos couleurs aux élections législatives. Cet accord a progressé ces derniers jours. On n'est pas à la présidentielle, c'est pour la législative, c'est pas pour l'élection présidentielle. Si nous avions dû présenter un candidat à l'élection présidentielle, nous l'aurions fait. Mais vous savez très bien que la présence de Mme Le Pen, quasi certaine au second tour de l'élection, ferait courir un risque de prolonger l'aventure sociale. Pour les législatives. Alors se pose un deuxième problème pour les législatives, ce sont les investitures. Alors on sait que là, il y a aussi une négociation serrée entre vous et eux. Vous êtes plutôt pour demander, pour avoir 90 à 100 circonscriptions.
il semblerait que jusqu'à présent, on soit plutôt entre 50 et 60. Oui, mais il faut parler de chiffres raisonnables. La réalité, c'est qu'au départemental, où nous avons gagné ensemble, au régional, où nous avons gagné ensemble, l'UDI a eu un quart des candidats, un quart des élus. C'est d'ailleurs le rapport de force qui existe au sein de l'opposition. Il n'y a qu'une région par rapport à... Oui, mais ce n'est pas le nombre de régions là, dont nous parlons, puisque ça, c'est le résultat de l'élection, c'est le nombre d'élus, le nombre de candidats. Et donc, je demande simplement que ce qui se faisait à l'époque de Nicolas Sarkozy se fasse encore aujourd'hui, parce que les rapports de force n'ont pas changé. Et donc, ça donne, grosso modo, 150 candidats et 90 à 100 élus. La discussion telle qu'elle était partie... Alors, c'est 150 circonscriptions pour avoir 90 élus certains. C'est ça. Il y aura des candidats qui seront élus et d'autres qui ne le seront pas. Ouais. Donc c'est la base de la discussion sur laquelle nous nous sommes fixés. Les débuts de la discussion étaient mauvais tout simplement parce qu'ils étaient déraisonnables. Déraisonnables par des prétentions des Républicains qui expliquaient que nous aurions 10 ou 20 circonscriptions de plus, alors qu'il y a 250 circonscriptions que nous pouvons espérer conquérir pour construire une majorité solide. Et je me suis entretenu avec François Fillon la semaine dernière. On a fait repartir ces négociations sur des bases plus saines, plus normales. La question, c'est est-ce qu'ils veulent aboutir à un accord? S'ils souhaitent aboutir à un accord et qu'on entre enfin en campagne... Je n'ai pas bien compris, c'est 150 circonscriptions ou 90 circonscriptions gagnables? 150 candidats sur les 577, et ensuite entre 90 et 100 circonscriptions qui sont plus gagnables. Il y a des circonscriptions dont on sait bien qu'elles ne seront pas gagnées. J'ai compris. Quand est-ce que ça, vous allez aboutir sur ce sujet? Là encore, ça dépend essentiellement. Ça ne doit pas être avant dimanche, ça. Ça dépend. Ça sera avant dimanche si c'est possible, et ça sera après si il le faut, ou ça ne sera pas. Si mais imaginons que vous soyez d'accord sur le fond, mais pas sur les circonscriptions. Non, un accord législatif, c'est un ensemble. On se met d'accord sur ce qu'on veut faire ensemble et sur comment on compose une majorité si les Français nous font confiance. Donc c'est un package. C'est un package, évidemment. Et ça, vous pouvez aboutir d'ici à dimanche? Écoutez, il suffit de se mettre au travail de façon un peu plus intense. Mais François Fillon est à Bordeaux aujourd'hui? Oui. Nous avons des négociateurs. Les circonscriptions, c'est pas bon. Hervé Marseille, notamment, pour les circonscriptions. Hervé Marseille, Laurent Hénard, Philippe Vigier, qui négocient avec les spécialistes électoraux. Et ensuite, on voit si on trouve cet équilibre politique sur les idées et sur la capacité de les incarner. Est-ce que vous ne regrettez pas, justement, d'avoir participé à la primaire de la droite? Beaucoup vous en font le reproche. Dans votre camp. D'abord, je vous ferai remarquer qu'on n'a pas participé à la primaire de la droite au sens où on n'a pas présenté de candidat. Et je ne le regrette pas parce que quand je vois finalement l'audience qui a été celle des candidats secondaires et l'impact qu'ils ont eu. Parce que vous n'auriez été qu'un candidat secondaire. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus d'impact sur le projet de François Fillon, sur la sécurité sociale, qui est un projet qui est en train d'être réécrit, sur l'Europe, je l'évoquais tout à l'heure, sur l'économie, la capacité à avoir de la solidarité à travers la participation, sur l'éducation nationale. Nous voulons aussi, par exemple, un sujet d'actualité et combien d'actualité, qu'on puisse enseigner à la fois ce qu'est la laïcité à l'école, mais aussi le fait religieux, pour qu'on arrête d'avoir finalement des enfants qui ne comprennent pas le fonctionnement de la République française. Ça ne vous inquiète pas de voir beaucoup d'élus locaux, de militants, UDI, centristes, partir pour En Marche? Beaucoup, c'est très relatif. Pour se mettre en marche avec Emmanuel Macron? Beaucoup, c'est très relatif. Je crois qu'on parle de 200 à 300 personnes. D'élus locaux, j'en connais vraiment très peu, même pas sur les doigts des deux mains. Les autres sont en réalité en attente de pouvoir construire une alternance politique. Parce que Emmanuel Macron, aujourd'hui, quel est son projet? Quel est son programme? Il a dit qu'il ferait bientôt part de son projet. Mais on est à 3 mois de l'élection présidentielle, et le fait de ne pas connaître le projet au moment même où des gens signent pour être candidats aux élections législatives derrière lui, sans savoir quel est le menu, quel est le projet, il serait temps maintenant qu'on puisse rentrer dans le vif du débat. Si jamais vous n'arrivez pas du tout à vous mettre d'accord avec François Fillon, vous pourriez aller voir Emmanuel Macron? Non, nous avons pris une ligne politique qui est d'essayer une alternance. Emmanuel Macron fait partie des gens qui ont participé au gouvernement sortant, qui a mis la France dans cette situation-là. Vous n'êtes pas d'accord pour dire que... Vous êtes d'accord pour dire que c'est une bulle médiatique, Macron? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai dit au mois de septembre dernier qu'il y avait... C'est un adversaire, il faut le respecter. En l'occurrence, il y avait dans ce que dit Emmanuel Macron des idées intéressantes et aussi d'autres très contestables. Intéressantes quand, par exemple, il explique que les fonctionnaires n'ont pas tous besoin d'avoir le statut de la fonction publique. Oui, pour les juges, les magistrats, les enseignants, les policiers. Non pour des gens qui font la même chose qu'on fait dans le privé, parfois d'ailleurs en concurrence, alors qu'il n'y a pas de raison qu'ils soient protégés à ce point-là par le statut de la fonction publique. C'est une inégalité entre les Français. Les enseignants, par exemple? Mais ça existe, non? Les enseignants, je pense qu'ils doivent être protégés des influences politiques. À l'inverse, c'est d'ailleurs, ce que disait Macron à l'époque,
qu'on n'entend plus dire et qui est dans le projet de François Fillon. À l'inverse, quand il invente le droit au chômage, c'est-à-dire le fait que vous puissiez tous les 5 ans démissionner et être indemnisé, dans un pays comme le nôtre qui compte 5 800 000 personnes inscrites à Pôle emploi, me paraît absurde. Parce que la question, c'est comment on fait en sorte de remettre les 5 800 000 dans l'emploi et certainement pas de leur donner le droit au chômage. Quand il explique qu'on augmente la CSG pour redonner du pouvoir d'achat, c'est une idée curieuse. Mais surtout, qu'il explique que les petites retraites seront épargnées, c'est juste quelque chose, c'est une incongruité, pardon de le dire. Il était le conseiller de François Hollande quand ils ont essayé justement d'avoir une CSG différenciée, selon vos revenus. Le Conseil constitutionnel a dit non. La mesure qu'il propose, elle est inconstitutionnelle. Donc, il y a des choses très contestables, il y a aussi des choses intéressantes, et c'est pas parce qu'il est candidat que quand c'est intéressant, je vais dire que c'est stupide. C'était la conclusion de Jean-Christophe Lagarde à ce talk, et maintenant, eh bien, on va poser vos élections, chers internautes, avec Mathilde Siraud. Et n'oubliez pas, j'en profite, pour être ce soir au rendez-vous du Facebook Live du Figaro, où avant le débat et après le débat, eh bien, avec Mathilde Siraud, nous commenterons l'événement. Bonjour Mathilde. Bonjour Yves, bonjour Jean-Christophe Lagarde, merci d'être avec nous. Je vais vous relayer tout de suite une remarque de Christian qui vous écoute en direct sur le Facebook Live du Figaro. Il vous dit « Jean-Christophe Lagarde, faites comme moi. Moi je suis de droite, mais j'ai quitté la droite réactionnaire pour Emmanuel Macron qui est plus consensuel. » Qu'est-ce que vous lui dites ? Ça tombe très bien, je ne suis pas de droite réactionnaire, je ne l'ai jamais été. Et même quand l'UMP avait tous les pouvoirs en France, je n'en ai jamais fait partie. Parce que je trouve, comment dirais-je, d'abord qu'il y a nécessité de coalition pour pouvoir réformer la France. Je pense qu'il faut additionner les forces et pas la force unique. Ça, c'est une imposture que la présidence de la République ou l'élection présidentielle fait croire en permanence dans notre pays. Et la deuxième chose, la preuve, on élit un président, il a tous les pouvoirs, puis il fait rien à la sortie. Et la France est en panne depuis quasiment 35 ans de réforme, de transformation, d'adaptation au monde. Quant à Emmanuel Macron, je répète ce que je viens de dire, l'image est sympathique, le propos aujourd'hui est absent, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il veut faire sur tout un tas de sujets. Quand il aura un programme, on pourra peut-être débattre de ce programme. Et j'évoquais par exemple des mesures, des propositions qu'il fait qui sont extrêmement contestables, ce qui ne veut pas dire qu'il y a des choses qui ne sont pas intéressantes, certaines choses qui ne sont pas intéressantes dans ce qu'il dit. Et je termine sur une chose. Moi, je pense que si Emmanuel Macron, ce qui semble se dessiner, devient finalement le candidat de la majorité sortante, quand la primaire du Parti socialiste sera terminée, quand Benoît Hamon sera vraisemblablement qualifié, il y a beaucoup de gens au Parti socialiste qui ne pourront pas suivre la ligne de Benoît Hamon. Et il y aura aussi un sauf qui peut. Des députés socialistes qui préféreront essayer de se sauver derrière Emmanuel Macron. J'en vois dans les couloirs. Qui préféreront essayer de se sauver derrière Emmanuel Macron plutôt que... Je ne vous les donnerai pas. C'est pas à moi de le faire. Ils se révéleront, vous savez, dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, vous allez voir beaucoup de parlementaires, beaucoup d'élus qui vont aller en direction d'Emmanuel Macron et qui viendront du Parti socialiste. Ça va d'ailleurs montrer que cette famille politique se restructure différemment. S'il devient demain, en cas d'alternance que je souhaite, s'il devient demain le principal responsable de l'opposition, on pourra peut-être sortir de ces postures absurdes, débiles et infantiles d'un parti socialiste qui, par exemple, quand on réforme les retraites, dit il ne faut pas le faire, on va tout casser, et puis quand ils sont au pouvoir, ils ne touchent pas à la réforme des retraites. D'un François Hollande qui vient au pouvoir en expliquant que la TVA c'est mal, mais qui finit par l'augmenter. Le contraire est vrai aussi, quand il y a eu la loi Macron, justement, précisément, c'est une loi qui aurait pu être votée par la droite. Écoutez, nous, on avait proposé d'avoir quelques évolutions qui permettaient justement que nous la votions. C'est Emmanuel Macron qui était ouvert à cette discussion, c'est François Hollande qui l'a fermée. D'ailleurs, il y a des soupçons sur Emmanuel Macron, il aurait utilisé, selon certaines sources, les fonds de Bercy, les moyens de Bercy pour sa campagne. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aime pas commenter les boules puantes, je le disais à propos de François Fillon ou tout à l'heure d'Emmanuel Macron sur ce genre de choses. S'il y a eu un excès de dépenses manifeste, c'est plus ça qui est en cause. Si l'argent des contribuables a servi à ce que finalement il invite des gens qui ne sont pas liés à ses fonctions, enfin s'il a reçu de grands chefs d'entreprise alors qu'il était ministre de l'économie pour essayer de leur faire investir en France, ça fait partie de son travail. Justement, sur la polémique autour de François Fillon, qui fait beaucoup réagir nos internautes aujourd'hui, évidemment, est-ce que vous pensez que ça peut faire du mal au candidat, l'affaiblir et un petit peu compliquer sa campagne qui est déjà un petit peu perturbée par à la fois les sarkozystes, l'accord avec les centristes? Qu'est-ce que vous en pensez? Le principal objet d'une boule puante, c'est de perturber une campagne. Donc évidemment que ça la perturbe, parce que pendant que vous parlez de ça, vous ne pouvez pas parler du fond. Or, l'élection présidentielle, elle ne va pas se faire en fonction
des frais de bouche de M. Macron ou de l'assistante parlementaire de M. Fillon. 500 000 euros en 8 ans, l'élection présidentielle, elle va déterminer comment est-ce qu'on arrive à recréer de la compétitivité du travail en France. Comment on arrive à refiler les factures, on arrête de refiler des factures que nous dépensons aujourd'hui à nos enfants avec toute la dette qu'on leur fait crouler sous la tête. Comment on fait en sorte de résister à cet islamo-fascisme, comme on dit, qui essaye de nous attaquer en permanence. Comment nous nous donnons les moyens de résister à Trump, qui n'a qu'une idée en tête aujourd'hui, faire exploser l'Europe pour être le maître du jeu et nous imposer ses intérêts. C'est plus ça qui est important dans une élection présidentielle. Donc, se laisser détourner des idées par des événements qui, la plupart du temps, font pchit, je conseille aux électeurs, en tout cas, que ce soit pour M. Macron, que ce soit pour M. Fillon ou pour d'autres, de ne pas trop s'y intéresser, c'est pas ça l'essentiel. Alors, on va parler du fond. On a une question sur le projet de François Fillon. Qu'est-ce qui empêche le candidat de défiscaliser les heures supplémentaires? Parce que c'est absurde. Si vous défiscalisez... D'abord, ça a déjà été fait. On ne peut pas dire que ça ait créé... Pendant Sarkozy, on ne peut pas dire que ça ait créé de l'emploi. Oui, mais ça crée du pouvoir d'achat, semble-t-il. Parce que ça crée du pouvoir d'achat, mais un pouvoir d'achat qui a été largement financé sur fonds publics. C'est-à-dire qu'en fait, on vous a augmenté les impôts pour vous rendre sur votre feuille de paye. C'est un peu un cercle vicieux. Et deuxièmement, si la logique, et je pense qu'elle est nécessaire, est de permettre la négociation du temps de travail, alors que nous sommes ceux qui travaillons le moins en Europe, je le rappelle, en nombre d'heures légales avant les heures supplémentaires. Ce n'est pas en défiscalisant les heures supplémentaires que vous permettez cette discussion. Il y a des entreprises qui, aujourd'hui, fonctionnent à 32 heures dans notre pays, parce que leur secteur économique le permet. Il y en a d'autres qui ne peuvent pas s'en sortir à 35 heures. Et donc, cette négociation, vous la cassez si vous fixez la défiscalisation des heures supplémentaires. En plus, si je peux me permettre ce clin d'œil, il y a quand même un paradoxe à faire en sorte que les partisans de Nicolas Sarkozy, c'est eux qui ont fait cette proposition, qui ont perdu la primaire qu'ils ont souhaité et organisée, finissent par vouloir que le candidat Fillon adopte le programme de Nicolas Sarkozy. Ça servait à quoi de faire une élection? Encore une question? Une toute dernière question, cette fois-ci sur la primaire du Parti Socialiste. Benoît Hamon est très attaqué par son adversaire Manuel Valls sur son rapport ambigu sur la lutte contre le communautarisme et sur la laïcité. Vous êtes maire de Drancy, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est la France qui a, avec le mot communautarisme, une relation très ambiguë, très hypocrite. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'il y a des communautés en France? On fait semblant que non, mais en réalité, en permanence, on reconnaît les communautés. Il y a le dîner du CRIF, du Conseil représentatif des institutions juives de France, dans quelques jours, le président de la République, tout ce que compte l'État de personnalité, il va. C'est bien qu'ils reconnaissent qu'il y a une communauté juive, comme il y a une communauté musulmane, comme il y a... Donc les communautés existent. La question de la lutte contre le communautarisme, ce n'est pas de reconnaître les communautés, c'est d'empêcher qu'une personne soit enfermée par cette communauté, commandée par cette communauté, que cette communauté ne se transfigure pas dans la communauté nationale. En réalité, chacune et chacun d'entre nous avons d'une certaine façon 2, 3, 4 communautés. Elle peut être religieuse, elle peut être philosophique, elle peut être ethnique, mais elle est d'abord et avant tout à intégrer dans la communauté nationale. Et c'est plus la transcendance que donne la communauté nationale qu'on devrait regarder que l'hypocrisie où on se jette un mot qui fait peur, à juste titre, peur quand on vous enferme dans ce que vous êtes, parce que c'est le contraire de la République. Si on considère que la communauté prime sur l'individu que vous êtes, ça veut dire que vous n'avez plus le droit à la République, c'est-à-dire à déterminer vous-même ce que ça va devenir en termes d'études, de lieu de vie, de profession, de mode de vie. Et sur Benoît Hamon, est-ce qu'il est trop mou sur la laïcité? Vous n'avez pas répondu à ma question. Très franchement, j'ai jamais beaucoup regardé ce que disait Benoît Hamon sur la laïcité. Cette polémique date d'il y a 2 jours. D'abord, le café à Sevran, c'est pas Benoît Hamon, lui, il est de l'Essonne. Oui, Sevran, c'est un Seine-Saint-Denis. Sur le fait que les femmes puissent fréquenter des bars, mais ça a toujours été le cas dans les milieux ouvriers et tout ça. Oui, je suis pas sûr que la réponse ait été intelligente, mais la réalité, c'est que cette difficulté existe et il est difficile de lutter contre. Disons les choses, c'est par la loi que vous obligez à ce qu'une femme se rende dans un café ou à ce qu'on puisse... Oui. Plutôt à ce que le café accepte la dame. Il y a les magistrats, oui, mais il y a aussi, croyez-moi, dans ces quartiers-là, il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas envie de s'y rendre, dans les cafés en question. Mais par ailleurs, oui, bien sûr qu'il y a... c'est une petite portion, en l'occurrence, des musulmans de France. Mais il y a des gens qui cherchent à créer des espaces où la vie sociale serait régie en fonction de leurs principes. On doit lutter contre par la justice, etc. Mais c'est facile sur un plateau de télé. C'est plus compliqué à faire parce que si personne ne s'y rend ou si personne ne se plaint, comment est-ce que la justice passe? C'était les réponses de Jean-Christophe Lagarde à vos questions, chers internautes. On l'en remercie. Merci Jean-Christophe Lagarde de vous être prêté à l'exercice. Merci à vous.